Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à un sujet à la fois sensible et stratégique, la prévention du burn-out dans les entreprises et l'amélioration du bien-être des salariés au travail. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui autour de cette thématique essentielle pour la pérennité et la résilience de vos agences. Alors avant de commencer, quelques informations pratiques. Hop, alors, du coup, j'essaye de faire passer ma slide, excusez-moi. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc effectivement le visionner à nouveau ou le partager avec vos collaborateurs si vous le souhaitez. Vos micros et caméras sont désactivés, mais vous disposez d'un QR code qui est juste en bas de votre écran, qui vous permettra de poser vos questions tout au long de la conférence et nous y répondrons en fin de session. Alors, le programme, eh bien, est en 5 temps. La webconférence présentera tout d'abord les intervenants. Ensuite, on présentera l'origine et le contexte de la formation. La troisième partie sera un peu plus longue et sera consacrée au cœur du sujet, c'est-à-dire le burn-out, les constats, les impacts et les enjeux. En quatrième partie, nous présenterons la formation et ses modalités, et dont le déploiement national. Et enfin, on prévoit un temps d'échange à partir de vos questions. Alors, nous avons aujourd'hui un webinaire qui est le fruit d'un travail collaboratif mené par GEP Atlantique et le collectif d'organismes de formation du réseau REFCA en réponse à l'appel à projet de la branche architecture. 4 de ces représentants sont parmi nous aujourd'hui. Nous avons donc Michel Jarleton, architecte, coprésident de la Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle de la branche architecture des entreprises d'architecture. Je crois que François Ménard est bien là, chargé de projet dialogue social à PGBA branche. Madame Tassati Toisard, juriste, membre de la sous-commission prévention des risques professionnels. Et Fabienne Pommier, architecte, membre de la sous-commission prévention des risques professionnels de la CPNEFP. Rappelez-moi qui n'est pas présent parmi la branche architecture. Ça dit, tout hasard ne sera pas avec Voilà, nous. donc elle ne sera présente effectivement parmi nous. Aux côtés de la team branche architecture, nous avons effectivement Manon Lemay, architecte et dirigeante de Think Plus, qui interviendra dans la troisième partie en tant que formatrice experte sur la thématique du burn-out. Bénédicte Kersenbrock, que vous avez entendu au tout début, qui est effectivement la responsable de l'antenne ILO Formation et qui assure toute la régie technique. Merci, Bénédicte, de nous avoir mis à disposition le webinaire. Nous avons également, oh, excusez-moi, voilà. Cécile Perrochot, qui est la responsable de la formation, responsable de formation GEP Atlantique, excusez-moi, qui vous présentera la réponse apportée à l'appel à projet ainsi que les modalités de déploiement. Moi-même, qui suis la co-animatrice du webinaire et qui est également la responsable de l'organisme de formation AFAPI et la vice-présidente du réseau REFCA. Sans plus tarder, je donne la parole à la branche architecture qui est à l'initiative du projet pour nous présenter les origines de ce projet. Oui, alors si vous me permettez, effectivement, je vais commencer. Bonjour, donc Ménard François, je travaille effectivement pour la branche architecture aux côtés des partenaires sociaux que j'accompagne dans le cadre de leurs travaux paritaires. Je vais juste un petit peu recontextualiser la branche, hein, puisque c'est pas forcément une notion qui parle à tout le monde. Donc pour partir du plus large, donc une branche professionnelle tout d'abord, c'est donc un regroupement d'entreprises relevant d'un même secteur d'activité ou de plusieurs secteurs d'activité connexes autour d'une convention collective. Donc en ce sens, la branche architecture, ou ce qu'on appelle la branche professionnelle des entreprises d'architecture, ça désigne l'ensemble des entreprises, dans leurs composantes employeurs et salariés, qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'architecture. Ce champ d'application est défini dans l'article 1.2 de la convention collective et il s'étend principalement aux activités de l'architecture d'intérieur, de la maîtrise d'œuvre, de l'urbanisme et du paysage. Je crois que je n'oublie personne. Et cette branche professionnelle, elle est représentée donc par des organisations professionnelles et syndicales de salariés et d'employeurs qui sont dites représentatives et reconnues comme telles par arrêté ministériel en fait. Et donc ces organisations-là, elles interagissent, elles négocient, elles travaillent ensemble dans le cadre d'instances paritaires, donc au sens où elles sont constituées d'un collège salarié et d'un collège employeur
suivant un nombre égal de représentants, parmi lesquels figure en fait la CPNEFP. Et je vais laisser la parole à Michel Jarleton qui va vous présenter la CPNEFP, s'il Oui, l'accepte. bonjour, donc Michel Jarleton, je suis coprésident de la CPNEFP en tant que représentant du collège employeur. La CPNEFP est l'une des deux grandes commissions de la branche et qui a en charge l'emploi et la formation professionnelle. En ce qui concerne son activité principale pour ce qui nous préoccupe, c'est effectivement la gestion à la fois des fonds de la formation professionnelle, que ce soit la formation professionnelle continue, comme celle des fonds d'apprentissage, d'alternance et de proie, même si c'est assez peu utilisé par nous. Donc, notre fonction est aussi de promouvoir les formations qui répondent aux attentes des entreprises d'architecture, qui permettent de monter en compétences et de s'adapter aux évolutions techniques, aux évolutions du marché, mais aussi aux évolutions sociales. Et là, dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui, on est complètement dans le sujet, puisque c'est la gestion du burn-out est une problématique qui touche de plus en plus les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, mais peut-être plus particulièrement les entreprises de création comme les nôtres, où effectivement il y a des sollicitations qui sont très particulières, et c'est pour ça on a voulu mettre en place une formation qui puisse répondre à ces sujets-là. Mais je ne vais pas aller plus loin dans le détail, puisque je pense que Fabienne pourra vous expliquer un petit peu le cahier des charges qu'on a souhaité construire pour cela. Fabienne, peut-être. Oui, alors je vais pas forcément en dire beaucoup, puisque là, dans le déroulé, j'imagine qu'il y aura une présentation assez détaillée. C'est juste que donc il a été constitué une sous-commission composée de 4 personnes salariées employeurs pour réfléchir à cette formation. Nous avons procédé à une sorte de, entre nous, à une sorte d'état des lieux, des difficultés qui pouvaient se présenter dans les agences d'architecture, aussi bien en interne qu'en externe. Voilà, alors ça peut être subjectif parce que finalement, les causes de burn-out peuvent être multifactorielles, mais voilà, on a quand même identifié des sujets particulièrement prégnant dans les agences d'architecture, aussi bien du côté des pressions, de la maîtrise d'ouvrage, des chantiers, des délais, etc., que ensuite, comment ces pressions externes pouvaient être, comment dire, transmises à l'intérieur des équipes. Voilà, on pouvait imaginer des difficultés d'organisation, des difficultés entre les salariés. Enfin bon, voilà. Après, nous avons aussi considéré qu'il y avait des professionnels qui savaient parler du sujet et que c'était donc important dans le cahier des charges de bien indiquer que un certain nombre de professionnels, psychologues, etc., pourraient intervenir. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Voilà, donc en somme, notre démarche, c'était de dire que dans le paysage, dans le marché même de la formation professionnelle, il y a une offre assez large sur les sujets de prévention des risques professionnels et là, en l'occurrence, de la prévention du burn-out, mais qu'il n'y avait pas a priori de formation qui soit bâtie autour des problématiques spécifiques rencontrées par les entreprises de la branche. Voilà. Donc, merci la branche de nous avoir présenté donc un peu le contexte de l'appel à projet. Et donc, moi, je vais vous expliquer comment le GEP Atlantique a répondu avec le réseau REVCA. Donc, suite à la sollicitation de la branche, le GEP Atlantique a mobilisé le réseau et 9 de ces organismes ont répondu pour concevoir un programme commun. Donc, Angélique, tu peux peut-être tourner, je citerai les organismes après. Donc déjà, le réseau REVCA, qu'est-ce que c'est? Puisque peut-être que les différentes personnes inscrites au webinaire ne le connaissent pas. Donc le réseau REVCA, l'acronyme donc signifie Réseau pour la formation continue des architectes et plus largement de la maîtrise d'œuvre. Donc il s'agit d'une association qui a été créée il y a 10 ans
maintenant, et qui réunit 18 organismes de formation, dont l'une des missions principales est de faciliter l'accès à la formation continue, donc tout en mutualisant ses ressources et en les démocratisant sur tout le territoire. Donc effectivement, les organismes de formation ont des compétences complémentaires. Elles mutualisent des ressources pédagogiques, notamment des formations à distance depuis quelques années. Et donc cela permet une couverture nationale sur l'ensemble du territoire français, donc aussi bien donc, en France, Corse et en Dom-Tom, quoi, dans les Drômes. Donc voilà, Angélique, parce que j'ai pas la main sur les slides, merci. Donc, tout comme la branche, déjà, la plupart des organismes de formation avaient identifié une problématique sur la qualité de vie au travail et l'épuisement professionnel auprès des salariés, et également les enjeux que cela pouvait engendrer auprès des entreprises de maîtrise d'œuvre. Certains OF dispensaient déjà des formations sur cette thématique, comme la gestion du temps, la gestion du stress. Et c'est pour ça que l'objectif a été commun et plusieurs OF ont répondu à l'appel d'offres pour renforcer la stabilité de ces équipes, la performance et la durabilité des entreprises de maîtrise d'œuvre. Donc voilà. Donc après, notre problématique, notre approche, c'était de déployer une formation unique conçue collectivement avec un déploiement territorial pour couvrir toute la France. Et donc concrètement, je ne vois pas toute la slide, mais je l'ai. Concrètement, vous allez vous préinscrire auprès d'un organisme local. Donc là, je vais les citer, les 9 organismes qui ont répondu à l'appel à projet conjointement avec le GEP Atlantique. Donc il s'agit d'AFAPI, Alpha, Auvergne Archiforme, le CREPA Bourgogne-Franche-Comté, Format Normandie, le GEP Atlantique, ILO Formation, la FAC et MAGE. Donc, vous vous préinscrivez auprès de cet organisme local, mais c'est le GEP Atlantique qui prendra en charge l'aspect administratif et financier de votre dossier, en vous envoyant les conventions, les factures, etc., puisque c'est l'interlocuteur unique de la branche architecture et de l'OPCOOP. Donc, après avoir fait cette démarche, la formation, par contre, sera déployée dans les régions avec des formateurs locaux qui connaissent donc votre contexte régional ou vraiment local, et également donc en faisant appel à des ressources complémentaires et des intervenants comme le service régional de santé au travail, par exemple, ou des associations locales. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc après, pour tout ce déploiement, un QR code sera fourni à la fin du support de cours qui vous permettra donc de connaître le calendrier. Donc, vous n'hésitez pas à soit vous diriger vers votre organisme en région ou auprès du GEP Atlantique directement. Voilà, c'était synthétique, mais on va laisser plutôt la parole au contenu et à la suite. Merci Cécile pour cette présentation. Merci à la branche architecture pour votre intervention et la confiance accordée. Nous entrons maintenant dans le cœur de notre webinaire. Je vous propose donc de laisser la parole à Manon Lemay qui va aborder le sujet central de cette rencontre, le burn-out, ses constats, ses impacts, ses enjeux pour les agences et les entreprises de maîtrise d'œuvre. Manon, c'est à toi. J'arrête le partage pour te laisser la main afin que tu puisses dérouler ton PowerPoint. Voilà. Bonjour à tous, Manon Lemay. Effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, en l'occurrence, le sujet du burn-out et notamment le sujet du burn-out. Alors, on va l'approcher de manière un peu générale au départ, mais on va assez vite rentrer dans le cœur du sujet, notamment le cœur de vos sujets, entreprises de maîtrise d'œuvre. Donc pour démarrer quelques chiffres, 2,5 millions. Concrètement, c'est le nombre de personnes qui sont concernées en France aujourd'hui dans le secteur économique. Donc quand je dis 2,5 millions, c'est à l'échelle de tous les secteurs d'activité, bien évidemment. Si on rentre un peu plus au cœur des sujets et que je me base sur les derniers sondages Ipsos qui remontent à octobre-novembre 2025, qui ont été réalisés sur 2000 personnes, on compte aujourd'hui, à cette époque-là, 47% des salariés qui étaient identifiés comme étant en détresse psychologique. 47% des salariés, ça représente 1 sur 2, à peu de choses près. Donc 14% en détresse psychologique élevée. Je rentrerai un peu plus dans le détail de tout ça
Mais vous comprendrez qu'il y a des notions d'importance et de gravité aussi de la situation. Ces 47%, c'est 2 points de plus en novembre que depuis mars. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans quelque chose de très croissant au fur et à mesure des mois qui s'égrènent. Sur ces 47%, on identifie donc 32% qui sont en risque de burn-out, dont 12% en risque de burn-out sévère. Les profils, ils sont de tout horizon. On a un certain nombre de préjugés qui peuvent exister. C'est pour ça que je vais les repositionner. Aujourd'hui, on compte plus des salariés que des encadrants et c'est pas forcément la définition qu'on pouvait en avoir jusque-là. Une grosse proportion sur les moins de 30 ans. Et le secteur privé est bien évidemment touché, mais aussi énormément le secteur public, qui l'est peut-être même encore plus. Donc voilà, ça permet de lever certains préjugés qu'on pouvait avoir. Si on poursuit, allons sur le sujet du burn-out, qui n'est pas une faiblesse, mais bien un risque structurel. Alors pourquoi on le pose comme ça? Et pourquoi on le dit? Le burn-out n'est pas une faiblesse, tout simplement parce que le burn-out ne touche pas les personnes les plus fragiles et j'ai envie de dire bien au contraire. C'est généralement les piliers des systèmes qui sont touchés en priorité. Les piliers des systèmes, pourquoi? Parce qu'ils sont ultra engagés, consciencieux, loyaux et puis surtout capables d'encaisser et d'encaisser longtemps. Donc ça, c'est vraiment un élément important à avoir en tête. Et puis après, pourquoi on considère que c'est un risque structurel? Tout simplement parce que quand le burn-out tombe, on est vraiment sur un effondrement par suradaptation. Et on est bien sur une notion de suradaptation et pas d'incapacité. D'accord? Concrètement, le burn-out, il naît d'une équation simple. On en a parlé, enfin, ça a été présenté tout à l'heure rapidement. Il y a plein d'éléments, bien évidemment, qui rentrent en ligne de compte, mais les principaux, c'est les suivants. Une exigence élevée, des ressources insuffisantes et des durées qui se prolongent et qui font que là, bien souvent, c'est cette accumulation qui fait que ça ne va pas. Je dis ça, c'est parce que les durées prolongées, bien évidemment, ça impacte directement, alors que si on est sur une charge importante à un instant donné, l'impact n'est pas le même. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre par rapport à ça? Le burn-out, il est directement lié, et là on va rentrer au cœur du sujet, au cœur du métier, au fait qu'on peut se retrouver dans des environnements instables. Quand je parle d'instabilité, il est question de changement permanent, changement des commandes par exemple, de priorités qui vont être mouvantes en fonction de tout un tas d'éléments qui vont être humains, qui vont être aussi financiers, qui peuvent être liés aussi à un flou organisationnel, voire des décisions qui sont un peu tardives à se mettre en place. Donc voilà, tout ça fait que concrètement, gardez en tête une chose, c'est que le cerveau humain, il tolère mal l'effort, et notamment quand il n'y a pas de prévisibilité et quand il n'y a pas de contrôle et pas de visibilité sur la fin. Cette notion-là, elle est essentielle. L'effort, il est supportable, mais cette notion de pouvoir en voir le bout, elle reste vraiment centrale. Rentrons dans le cœur du sujet et le cœur du sujet des architectes. Ce chiffre qu'on peut trouver dans Chronique Architecture du mois de, alors que je dise pas de bêtises, octobre 2023, qui lui-même repose sur des sources de monographes qui affichaient que 96,9% des architectes auraient déjà expérimenté le burn-out. Donc, c'est une étude qui a été réalisée sur un panel de 200 personnes, si je ne me trompe pas. Et alors, rentrons sur ce qu'est le burn-out. Donc, le burn-out, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le burn-out de base, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre à dire comme ça, et il y a le burn-out sévère. Le burn-out, à la base, c'est quoi? C'est une fatigue intense, mais qui nous permet encore d'agir malgré tout, qui néanmoins a des impacts directs sur la concentration, qui peut avoir aussi des impacts directement sur les troubles du sommeil, voire une irritabilité particulièrement exacerbée.
Le burn-out sévère, on est vraiment sur l'effondrement total. L'effondrement total, il peut se manifester de tout un tas de manières, hein. Je vais en citer quelques-unes, mais là aussi, les situations sont très particulières et très diverses. Mais globalement, c'est quoi? Ça va être l'impossibilité de se lever le matin. Ça va être l'impossibilité d'écrire, ou en tout cas mettre des heures à réfléchir à la manière dont on va pouvoir rédiger telle ou telle chose. Incapacité, impossibilité de réfléchir, d'aligner deux idées, voire de retrouver de la cohérence, ce qui fait que ça va amener à une forme de confusion mentale, et puis aussi à une forme de détresse intense. Par détresse intense, il va y avoir tout le champ émotionnel qui va être touché, ça veut dire des pleurs incontrôlables, ça va être des crises d'anxiété ingérables, et là aussi, j'en passe, l'irritabilité toute particulière, on y revient aussi, est ingérable. Voilà pour les premiers chiffres. Ça fait beaucoup d'éléments hein, que je vous partage là. Mais c'était important de repositionner les choses dans un contexte et de se baser sur des éléments vraiment très concrets. Et donc, ce que j'ai envie de vous poser comme question là, à vous qui êtes présents ici au webinaire, c'est et vous, pour quelles raisons est-ce que vous êtes là? Quels sont dans les éléments partagés ou dans les éléments qui ont activé chez vous la décision? Voilà, qu'est-ce qui fait que ce sujet vous questionne? Qu'est-ce qui fait que vous êtes présent? Ce que je vous propose, ça va être de participer et de répondre dans le chat auquel moi je vais pas avoir accès là dans le cadre de mon partage, j'ai l'impression. Donc, Angélique, je peux te laisser prendre le relais s'il y a des Oui, je vois, partages. moi, le chat. Vous pouvez effectivement tout simplement répondre dedans, mettre des mots, ou qu'est-ce qui vous a amené à nous rejoindre aujourd'hui autour de ce sujet? Est-ce qu'effectivement, c'est un sujet qui vous touche personnellement? Est-ce que ça a pu toucher un collaborateur? Est-ce que vous vous posez des questions parfois en vous demandant si vous n'êtes pas finalement très loin du burn-out? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes avec nous? Alors, j'ai déjà quelques éléments de réponse, comme anticiper les signaux dans une équipe, comment bien accueillir un collègue qui revient d'un burn-out, hein, c'est des questions et des sujets qui sont abordés dans la formation, hein. Quelle est la différence, enfin, burn-out et harcèlement, où sont quelles sont les limites, quel est le cadre? J'ai des personnes qui sont là effectivement pour s'informer, pour anticiper, hein, voilà, la forte notion d'anticipation. J'ai quelques personnes qui ont une difficulté au chat. Voilà, il y en a effectivement qui se sentent déjà en danger en fait, hein, et qui sentent qu'effectivement sont au bout du fil et pas loin effectivement de basculer. Donc on leur apporte des éléments de réponse et on espère être à vos côtés pour la suite. Voilà. J'ai aussi beaucoup de personnes effectivement qui se sentent à la limite, qui sont moins motivées, angoissées de répondre même au téléphone. Beaucoup de projets, des jeunes entrepreneurs, hein, faut le dire aussi, qui effectivement ben, voient la charge mentale arriver et ne trouvent pas forcément les ressources. Beaucoup de choses à gérer. Et comment faire pour revenir, comment se réinsérer dans son propre métier, même quand on est à son compte tout seul, de se dire, allez hop, j'y retourne, mais comment je fais pour y revenir? Des personnes qui sont passées par le burn-out et qui, en tant que salariés, s'inquiètent et se demandent comment se positionner pour la suite, qui ont beaucoup de mal à revenir au travail, à la réalité de la situation aussi. Des questions aussi sur à savoir est-ce qu'aujourd'hui le burn-out est officiellement reconnu par les médecins et l'État. Je lis d'autres. On estime quelques-uns qui se posent justement la question en disant mais finalement il n'y a pas de prévention. On parle peut-être pas assez. Et d'autres aussi qui souhaiteraient entamer un management de transition, changer effectivement, amener l'agence vers un autre angle de vue managérial. Eh bien, écoute, je pense qu'on a déjà vraiment beaucoup d'éléments de réponse, hein. C'est chouette de pouvoir vous lire Alors, comme on a ça. beaucoup d'éléments de réponse. Alors, bien évidemment, on va pas pouvoir répondre à tout ici dans Voilà. le temps qui nous est imparti, mais par contre, les autres éléments de réponse, on les aura en complément dans le cadre de la formation et notamment sur le comment. Mais on va
pouvoir déjà en donner quelques-uns ici dans le cadre de la suite. Et je vous propose donc de poursuivre. Effectivement, on le voit, c'est un sujet vraiment très, très dense qui s'aborde sous des angles divers et variés. Allons-y donc pour la suite. Hop. Allons-y pour la suite et sur l'un des éléments aussi hein, qui a amené au questionnement. Hop, attendez, vous voyez toujours bien? Oui. Pareil, ok, donc on reste comme ça. Et donc sur ce rapport archigraphie qui a été fait et réalisé par le Conseil national de l'ordre des architectes et Coaching Ways, et qui est un rapport qui se cale sur 2024-2026. Donc ce rapport, si vous le connaissez, il aborde beaucoup de sujets, notamment tout un tas de sujets sur, j'ai envie de dire, la géographie de la profession à aujourd'hui. Et puis, il y a cet article-là, plus spécifique, sur les risques psychosociaux chez les architectes qui peut déjà questionner. Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance et de voir tous les chiffres. Hein. Il y a bien évidemment bon nombre de critères qui sont identifiés, mais si on doit s'arrêter sur les critères principaux et sur les chiffres clés, on a effectivement aujourd'hui 82% des architectes questionnés qui déclarent que la source de leurs préoccupations relève de l'intensité du travail et de la pression temporelle. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Et on en a 56 qui déclarent avoir déjà subi un manque de reconnaissance dans leur métier. Le manque de reconnaissance, effectivement, il impacte aussi lui directement sur ce sujet du burn-out, puisque la question de la notion d'énergie se retrouve dans l'équilibre et la reconnaissance permet justement de venir recréer un équilibre. Or, quand la reconnaissance n'est pas là, et les contraintes de plus en plus présentes, c'est un élément supplémentaire qui fait qu'on peut y glisser. Donc voilà pour ce rapport archigraphie. Si on poursuit donc pourquoi les entreprises d'architectes sont une cible particulièrement idéale pour le burn-out. Parce que, vous le savez, le métier d'architecte est un métier passion sans limite. Métier passion sans limite, comme beaucoup d'autres professions créatives et à fort engagement, l'architecture est directement en première ligne. Première ligne pour tout un tas d'autres raisons. Hein, le besoin dans ce métier passion de rendre cohérent les choses dans un environnement qui ne l'est pas toujours, avec des responsabilités juridiques, des responsabilités symboliques de projet, des responsabilités aussi d'esthétique, mais sans avoir forcément la main sur toutes ces dimensions-là, sur les décisions politiques, les arbitrages financiers, les qualités d'exécution et j'en passe. Donc tout ça fait qu'on se retrouve dans une forme de tiraillement assez inconfortable, lui aussi assez support pour pouvoir accompagner ou en tout cas aller vers ce glissement. Complémentairement à ça, on va partir là sur les 3 piliers du risque. Les 3 piliers du risque, c'est l'opérationnel, l'émotionnel, le structurel. L'opérationnel, c'est quoi? C'est la gestion de chantier, les imprévus, les aléas, toute la partie administrative, avec donc des exigences administratives de plus en plus importantes et contraignantes. Je parle des services instructeurs parfois qui peuvent entrer en ligne de compte, mais aussi plus largement les exigences réglementaires qui ne cessent d'évoluer et qui ne cessent de se durcir, ajoutant de la complexité perpétuelle dans les démarches et de la complexité. Et puis on revient aussi sur cette notion de temps dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est ce temps qui se rallonge et dont on voit pas toujours forcément la fin. On a tout ce qui est lié au champ émotionnel. Le champ émotionnel, lui, c'est quoi? Il touche tout ce qui est en lien avec le rapport à l'autre,
La relation client, la relation avec les intervenants sur les chantiers, la relation avec les commanditaires, la relation avec les prestataires divers et variés. Voilà, donc là on est vraiment dans le rapport à l'autre. Et puis après, on est aussi dans un champ émotionnel avec une remise en question personnelle qui peut se faire régulièrement. On a indiqué ici la peur de l'échec, mais il va y avoir aussi tout ce qui est en lien directement avec ce qu'on appelle les 5 drivers. Le besoin d'être toujours fort, de faire en sorte que le projet soit le mieux calé et le plus parfait possible. Alors je dis parfait, on s'entend bien dans la notion, hein, de perfection qui n'est pas forcément atteignable, mais en tout cas avec le besoin que tout ça soit quand même le plus bordé et le plus cadré possible. Avec des exigences là aussi liées au besoin de faire toujours vite, mais là aussi parfois des incohérences qui sont de faire vite, mais pas trop quand même, puisqu'il faut pas oublier telle et telle étape. Donc là aussi, à nouveau des tiraillements. Et puis, cette injonction à toujours aller plus loin, il y a à faire des efforts, ça c'est très présent aussi chez les architectes, hein. Se fait des efforts, la culture de la charrette qui est derrière et qui fait que on va toujours un peu plus loin et les limites sont pas forcément bien posées. Et puis cette notion de créativité absolue à arriver à avoir tout le temps. Donc voilà, le champ émotionnel, il va être sollicité sur tous ces éléments-là. Et puis enfin, on a le structurel. Donc le structurel, là concrètement, on touche directement au modèle économique des agences, qui peut être, et qui l'est souvent, basé sur un surinvestissement horaire. Quand on rentre au cœur de l'agence, donc tout ça, hein, pour une agence, c'est un impact direct assez déstabilisant. Impact direct, donc impact risque de burn-out très prononcé. Et quand le burn-out se prononce, ou en tout cas s'impose, en fait, c'est ça, hein, quand le burn-out s'impose, bien souvent, c'est quoi le résultat pour une agence? C'est une perte de talent clé. On se retrouve avec des collaborateurs précieux qui partent et qui emportent avec eux le savoir-faire et la mémoire des projets. Donc ça nécessite une suradaptation par ailleurs, des équipes restantes et à nouveau une spirale d'enchaînement et de charge de travail supplémentaires. Ça induit quoi aussi? Ça induit absentéisme et arrêt de longue durée. Donc, qui dit absentéisme et arrêt de longue durée, dit des projets ralentis. Le report de la charge, on le retrouve ici, hein, avec ce fameux cercle vicieux. Il faut savoir aujourd'hui que le risque de rechute après un burn-out, il est de 28%. 28%. Concrètement, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne aussi? En résumé, on va avoir sur 10 personnes qui partent pour burn-out, on va en avoir 6 sur 10 qui vont retourner euh, dans leur entreprise d'origine, mais avec souvent un accompagnement spécifique et une adaptation des rythmes de travail, ou en tout cas, oui, c'est ça, de la charge, en tout cas à minima, oui, voire du rythme et de la temporalité. Si ces éléments sont pas mis en place, on a un tiers de risque de rechute. Donc, vous voyez un petit peu là aussi de quelle manière tout ça s'enchaîne. Donc, 6 sur 10 qui retournent, et puis 4 sur 10, donc en l'occurrence 39% qui décident au terme de leur arrêt maladie de changer d'employeur, d'engager une reconversion professionnelle, de devenir indépendant, voire potentiellement d'arrêter de travailler. Voilà un petit peu ce que ça donne. Dernier élément que je vous ai pas repris ici sur les impacts directs, c'est la fragilisation directement des petites structures, chaque départ étant un coup dur pour la pérennité de l'agence où chaque membre est essentiel. J'ai envie de dire, le sujet, il se porte effectivement encore plus sur les petites, mais c'est un vrai sujet aussi même pour les agences les plus grosses, notamment en termes de répercussions sur les personnes et les salariés en place.
Donc ici, tout l'enjeu, ça va être de se dire, et si on arrêtait de subir pour commencer à construire? Prévenir le burn-out, c'est pas gérer la crise. J'ai même envie de dire, gérer la crise, c'est trop tard en fait. Tout ce qui peut être anticipé est vraiment intéressant à prendre en ligne de compte. Vous aurez compris de ce qu'on vient ici de décliner que les répercussions sont rarement neutres. Quelles qu'elles soient. Donc voilà. Donc ce qu'on propose effectivement au travers de cette formation ou des formations qui vont se décliner, ça va être vraiment d'adopter une position stratégique pour anticiper, pour garantir la performance bien en amont et j'y reviens, pas sur ce temps de crise. Les trois objectifs de la formation, on y vient. L'objectif premier, ça va être de placer l'humain au cœur de la responsabilité de l'agence. Tout l'enjeu, ça va être d'aligner la culture d'agence avec les engagements de la RSE, responsabilité sociale des entreprises. Tout ça, qu'est-ce qui se cache, ou en tout cas, qu'est-ce qui se décline derrière la RSE? C'est la réduction des risques psychosociaux, c'est l'amélioration du cadre de vie et des conditions de travail, le renforcement de l'engagement des salariés dans un environnement durable et plus humain. En réponse à la question qui était posée tout à l'heure, alors, le burn-out, il est en phase d'être reconnu comme accident du travail et maladie professionnelle. Pour autant, là, j'ai pas réussi à retrouver les éléments de texte qui le valident, mais en tout cas, il y a vraiment des grosses réflexions qui sont en train d'être portées dessus. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'obligation de l'employeur, elle est aujourd'hui d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de chacun de ses salariés. On est ici sur l'article L4121.1 du Code du travail. Et donc, je vous invite à vous y référer. On est directement sur ces sujets-là. Voilà pour l'objectif 1. L'objectif 2, ça va être quoi? Ça va être donc d'outiller les équipes pour agir collectivement. Outiller les équipes, c'est outiller les collaborateurs. Donc, c'est leur donner des outils pour identifier les facteurs de stress, donc avoir ces éléments et ces points de vigilance. À titre personnel, mais aussi auprès des collaborateurs qui les entourent. Pour l'agence, c'est quoi? C'est des méthodes concrètes qu'on va pouvoir diffuser, comme des diagnostics express, des baromètres QVCT, qualité de vie au travail, le C, et cadre de vie, je crois, qualité de vie, et des leviers d'action simples à mettre en œuvre directement pour qu'on arrive à des bénéfices collectifs qui seront de favoriser la coopération et l'intelligence collective afin de construire des solutions adaptées à la réalité de l'agence. Bien évidemment, on va donner un certain nombre d'outils qui pourront être adaptés au contexte, à la taille et aux environnements spécifiques de chacun. Troisième objectif, bâtir une marque employeur attractive. Alors, la marque employeur, c'est quoi? C'est tout ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir attirer et fidéliser les professionnels, et j'ai envie de dire notamment les jeunes professionnels. On sait aujourd'hui que notamment la génération Z est particulièrement attentive aux conditions de travail et assez volatile si l'employeur n'y répond pas. Bâtir une marque employeur, donc ça va aller toucher eux, ça va aussi toucher plus largement, hein, j'ai envie de dire, toutes les générations. Mais voilà. Tout en maintenant quoi? Une qualité de vie au travail qui va permettre de garder cette attractivité, d'activer le circuit de décision, je le redis, hein, notamment chez les jeunes, qui va se reposer sur le prendre soin de soi, de la personne, des salariés, des collaborateurs et pas seulement des projets. Donc je le redis, l'attraction, c'est un atout particulier pour recruter autrement. Et puis la fidélisation, on attend
de ce fait des équipes plus stables, engagées, productives et créatives. Le sujet de la créativité, je l'ai assez vite survolé tout à l'heure, mais il est essentiel. Quand on glisse en burn-out, la créativité est plus du tout au rendez-vous. Ça fait partie des premiers éléments qui sont touchés en termes de mobilisation. Tout à l'heure, je parlais du circuit de prise de décision, mais le circuit de la créativité, il est lui aussi directement impacté. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Voilà pour les trois objectifs. Donc, je le redis, des éléments voilà, qui répondent à la place de l'humain dans l'agence, des outils hyper concrets et pratiques pour vous outiller, et puis, dans la continuité, la possibilité de pérenniser vos équipes. Donc en synthèse et en résumé, la formation proposée, c'est un vrai choix pour l'avenir des agences. Et faire ce choix, c'est permettre à vos équipes de développer et de maintenir le bien-être, c'est maintenir la pérennité de votre entreprise et développer une culture de travail plus durable et plus humaniste. Merci Manon pour cet éclairage à la fois concret et structurant autour du burn-out. Je vais me permettre de reprendre la main et donc si tu veux bien arrêter ton partage, merci et je vais donc partager à mon tour. Ah, voilà. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Vous voyez bien mon écran? Oui. Alors, ta présentation nous a montré, c'est qu'effectivement, ce sujet est une question enfin, fondamentale, hein, à la fois effectivement pour les agences d'architecture, mais également, hein, je veux dire, comme le disait au départ la branche architecture, les paysagistes, les urbanistes, enfin, vraiment, tout, et pas que, hein, en fin de compte, c'est un enjeu qui est collectif et organisationnel. Et c'est précisément pour vous accompagner hein, sur ces diverses dimensions que cette formation a été créée. Vous pouvez voir à l'écran que la formation est sur un format de 7 heures sur une journée, qu'elle a lieu en présentiel sur tout l'ensemble du territoire. Elle est portée par GEP Atlantique, comme Cécile Perrochot l'a dit tout à l'heure, du point de vue administratif et financier. Et chaque, effectivement, inscription se perd sur vos OF de chaque région. On a aussi, enfin, le choix a été fait de pouvoir présenter, enfin, de pouvoir implanter les formations dans des lieux atypiques, tout simplement pour favoriser la prise de recul et la qualité des échanges. Nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Je pense qu'on va donc effectivement regarder tout simplement les questions et les réponses, voir un petit peu où on en est au niveau des questions-réponses. Et donc là, j'essaye de regarder, mais je ne les vois plus. Alors pourquoi, je ne sais pas. Hop. Est-ce que Cécile, tu vois les questions-réponses? Moi, je les vois plus en présentant. Oui, je vois les questions-réponses. Alors, je crois que c'est plutôt les réponses à la Ah première oui, question. j'arrive. Voilà, la première question. Donc, n'hésitez pas à reposer des questions dans Par le QR rapport, voilà, tout à fait, par rapport pour répondre, ça soit aussi bien technique enfin, voilà. en tout cas, dans tout ce que vous avez mis comme réflexion autour de ce qui vous a amené au webinaire, c'est vrai que on voit effectivement à travers, je crois qu'il y en a pas mal, hein, je crois qu'il y a 28 ou une trentaine de réflexions autour du fait de venir nous rencontrer aujourd'hui autour du webinaire et nous entendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'effectivement j'avance un peu? Euh, Après, peut-être que les autres intervenants ont des compléments. Oui, 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 vous pouvez parler, Fabienne, sans problème. Oui, je voulais apporter un petit complément. Donc, cette formation, elle est déployée là sur une année renouvelable sur 3 ans. Donc, c'est important de savoir que si on loupe le coche là prochainement, enfin voilà, il y aura un bilan de fait au bout d'1 an. Et
cette formation a pour objectif d'être redéployée parce que voilà, les besoins sont là. Il faut peut-être aussi laisser le temps aux Oui. agences, aux personnes de se rendre compte effectivement de la pertinence de cette formation. Je crois que le webinaire, là, je trouve très intéressant. C'est bien effectivement qu'il puisse être, comment dire, revu en ligne. Donc je pense qu'on fera en sorte peut-être de le faire savoir. Voilà. Je Très peux me bien. faire relayer des questions si vous voulez et je vous laisse y répondre. Il y a une question sur la formation que vous proposez est-elle payante? Alors oui, donc le slide suivant, donc il y a le QR code, Angélique, si tu veux le mettre, où vous allez pouvoir voir le calendrier qui est déployé sur toute la France. Et du coup, le tarif est de 400 euros hors taxe, pris en charge par l'OCOEP pour les salariés. Alors apparemment, nous Oui, on a fait la simulation chez nous à l'agence. La prise en charge n'est pas totale, hein. d'accord. Après, nous aussi, on peut aussi la labelliser l'année suivante si vous dites qu'elle est valable sur 3 ans, enfin l'appel d'offres. Comme ça, elle sera mieux prise en charge avec une labellisation. Mhm. Après, l'OCOEP peut-être. Oui. Question suivante, je me permets, la formation s'adresse-t-elle uniquement aux managers ou est-elle aussi ouverte aux salariés? Je peux répondre en fait à cette question. Ça a été une question qu'on s'est posée à la CPNEFP. Donc effectivement, la branche organise, enfin, le travail de la branche, c'est lié donc à la convention collective et tout ce qui concerne les salariés, bien sûr. Mais il nous a paru très important que cette formation soit ouverte aussi bien aux salariés que aux employeurs managers. Euh, c'est absolument très important. Et nous avons demandé aussi de faire attention au moment des inscriptions pour des questions peut-être de liberté de parole, hein, les salariés soient pas forcément dans les mêmes sessions que leurs employeurs. Voilà. Alors, je vais aller peut-être même un peu plus loin. Dans notre cahier des charges, on prévoit même plutôt l'interdiction de faire participer les employeurs et salariés Oui, d'une c'est ça. Voilà. structure aux mêmes sessions. Voilà. Merci François. Question un peu plus complexe et pour autant nécessaire. En libéral seul, en burn-out, sans pouvoir s'arrêter, que faire? Moi, je Euh, pense que dans le cadre de la formation proposée, il va déjà y avoir quelques outils qui vont déjà être proposés. Alors, bien évidemment, pas pour s'arrêter, hein. Et puis après, il y a des questions d'organisation. Je pense que les divers organismes proposent là aussi hein, le comment s'organiser, comment apprendre à déléguer éventuellement. Je ne sais pas si ça donne déjà une réponse, mais je pense que il y a des choses à aller explorer en tout cas sur ces champs-là. Enfin, je vous laisse la parole. Alors oui, on a au sein de nos organismes de formation différentes formations justement sur la gestion du temps, la gestion des priorités, savoir déléguer. Alors tu l'abordes hein, effectivement au sein de la formation aussi, mais pour effectivement tous les architectes qui sont à leur compte et qui sont seuls, on a envie effectivement on pense effectivement que tout est important et que rien doit être négligé. Et parfois, on prend des habitudes et pas forcément les meilleures. Et pour avoir effectivement, et je pense que mes consoeurs pourront le dire, assister aux formations sur la gestion du temps et des objectifs ou des priorités, eh bien, on a d'excellents formateurs et formatrices qui nous apprennent à travailler aussi différemment et avoir des temps dédiés. Et donc, oui, on a aujourd'hui, on peut vous proposer effectivement une manière d'envisager votre travail différemment aussi. Mais dans tous les cas, ça passera par un temps important sur vous-même et sur vous positionner afin de savoir comment vous en êtes arrivé jusque-là. Et je pense que justement la formation permet d'y répondre, enfin en tout cas permet de comprendre le cheminement et justement d'éviter d'aller bien au-delà, malheureusement. j'ai connu une époque où il n'y avait pas de congé maternité pour les travailleurs non salariés Mhm. euh, et où le travail devait être fait quand même et où on trouve des moyens pour s'organiser.
c'est pas comparable, mais c'est juste pour dire effectivement si exprimez des outils et voilà, la gestion des priorités, la façon dont on peut se faire aider. Je pense que quand c'est indispensable, ça doit être possible. En tout cas, moi, je vais reboucler un peu avec vous, c'est que le danger, c'est de rester seul. C'est ça. Mm. Et ça, vraiment, je peux vous dire que le fait de pouvoir en parler, en tout cas de savoir en parler, c'est déjà un peu se faire aider. Et puis finalement, moi, je l'ai appris lors d'une formation sur la gestion du temps et des objectifs que j'écoutais pour prendre connaissance de cette formation. Eh bien, malgré mes 52 ans, eh bien, j'ai pu changer ma méthode de travail et on apprend effectivement de formateurs, quel que soit l'âge. Et c'est une formatrice qui a 35 ans, qui m'a effectivement fait changer mes méthodes de travail de 52 ans. Donc oui, effectivement, je pense que c'est important justement de pas se refermer. Alors je dis ça, c'est facile à dire parce que quand on est effectivement dans un espèce de huis clos intérieur et assailli par toute demande, c'est pas simple. Mais je dirais que voilà, ne restez pas seul. Et puis le fait d'au moins se diriger vers des personnes compétentes, des professionnels, bah ça vous aide dans tous les cas. Alors je Je ne me sais pas. permets d'autres questions. Quelles sont les personnes clés à former pour vous au sein d'une agence? Alors, nous, on a demandé, dans le cadre du cahier des charges, que les personnes formées, admettons qu'il y ait une ou deux personnes formées dans une agence, on a demandé à ce qu'elles puissent revenir à l'agence avec des livrables, voilà, des livrets, des affiches, enfin voilà. Donc, dans un premier temps, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un profil identifié, enfin il me semble, puisque logiquement, les personnes formées auront la possibilité de faire un retour. Et puis, dans le cadre du déploiement de la formation, bah, ça peut être une autre personne plus tard qui soit formée. Oui, effectivement, il y aura une mallette d'outils que enfin, le ou la stagiaire peut ramener auprès de ses collègues à l'issue de la formation. Autre question. En quoi votre formation se distingue-t-elle de l'accompagnement proposé par les médecines du travail sur les risques psychosociaux? Je n'ai pas de réponse. Oui, moi, je ne connais Bah, moi, pas. j'en ai une. C'est ce que j'allais dire, Manon. Elle est hyper, parce que moi, je l'ai faite l'autre aussi, donc je sais, elle est hyper ciblée sur la profession, les professions des acteurs du cadre de vie au global. Et donc, ça permet vraiment d'aller plus loin. L'autre est très bien aussi, hein, mais elle restera plus généraliste. Exactement. Eh bien, écoutez, il est 13h24. S'il n'y a pas Ah, d'autres... j'ai juste une petite Ah, question, elle est un peu dure, hein. Mais c'est parce que je pense que c'est important d'y répondre. Que répondez-vous aux architectes surchargés qui vous disent qu'ils n'ont pas le temps disponible pour se former et qu'une formation va leur rapporter une charge mentale supplémentaire? Je veux bien répondre. Moi, j'ai commencé à me former en formation continue dans les années 2000. J'avais beaucoup de travail aussi à cette époque-là. Personnellement, ça m'a ouvert des champs, en fait. C'est vrai que pour moi, une formation, c'est plus une sorte d'investissement, c'est-à-dire on croit perdre du temps dans l'instant T. Et en fait, au long cours, c'est tout bénef, quoi. Quelle que soit la formation, hein, je dirais. C'est pas spécifique à celle-ci, hein. Je pense, Michel, tu dois aussi avoir quelque chose à dire sur le sujet. Bon, non, je pense que tu as raison, mais on n'a pas le temps de développer là-dessus. Mais bien Ouais. évidemment, la formation tout au long de la vie, tout le monde sait que c'est indispensable. Les différents témoignages qu'on a entendus ici s'y réfèrent. Bien évidemment, la formation ne porte pas que sur les sujets techniques ou managériaux, et ça porte aussi sur les sujets sociaux. Et de toute manière, on a besoin de s'ouvrir l'esprit et de sortir de nos entreprises pour pouvoir acquérir à la fois de nouvelles connaissances, mais de nouveaux outils. Voilà, c'est évident. C'est tellement évident que je suis à court d'arguments. C'est essentiel, quoi.
Ouais, je dirais même pour vous rejoindre, je pense qu'effectivement, on a tout assisté, même en distanciel, hein. Il y a la formation, mais il y a aussi et surtout les informations et les échanges que vous avez entre vous et avec le formateur. Et je pense qu'effectivement, ça permet de sortir de l'isolement, hein, et même, alors, la plus grande richesse est en présentiel, hein. Je pense qu'on est toutes là pour vous dire qu'on a plaisir à vous voir en présentiel, en formation, et à voir à quel point vous échangez entre vous. Et ça, c'est très riche, hein. Ça vous permet aussi de relativiser et parfois même de trouver un collaborateur, un nouveau collaborateur ou nouvelles associations ou en tout cas de nouvelles idées de gestion. Si je peux ajouter un mot, je dirais que effectivement, le temps de se former et la charge mentale liée à une action de formation, bon, c'est ponctuel. Là, en l'occurrence, on parle d'une formation d'une journée. En revanche, les conséquences d'un salarié ou plusieurs salariés ou un employeur en burn-out, c'est des mois, peut-être même des années que l'agence et les salariés et l'employeur ne récupéreront jamais. Une dernière peut-être question sur le démarrage du déploiement, parce qu'il y avait... Ah oui, donc les premières sessions Oui, débutent fin du mois. Donc, d'accord. si vous voulez vous inscrire directement donc sur Rennes le 23 mars, il me semble. Et après, chaque organisme a déployé différentes dates. Donc, n'hésitez pas à consulter le QR code et à vous inscrire directement. Eh bien, écoutez, il est 13h28. On va essayer de boucler effectivement avant 13h30 par respect pour vos agendas. Ben voilà, je voulais remercier tous les participants pour ce beau travail à la fois de présentation, hein, du support, tous ceux qui ont contribué à la conception, des participants, des invités de la branche architecture. Et puis vous remercier vous-même de votre participation parce que quelque part, vous témoignez déjà de votre engagement sur le sujet et donc c'est déjà essentiel. Donc on vous souhaite à tous une belle après-midi, un bel après-midi et n'hésitez pas à revenir vers vos organismes de formation régionaux, on est à votre disposition. Merci. Merci Angélique pour l'animation. Merci.